personne ne s'attend à l'inquisition. Mais voilà, on s'attend à quelqu'un qui se cruel, qui va torturer les gens pour le plaisir, parce que c'est ce que fait l'Inquisition. Alors que c'est une image fausse qui a été... par exemple, je pensais, vous parliez tout à l'heure de romans historiques. Moi, j'ai lu des romans qui sont pas vraiment historiques, mais un personnage qui m'a inspiré, c'est le personnage de Nicolas Emmerich, qui a été mis en roman, justement. Et qui était super intéressant parce qu'on prenait un personnage qui est complètement, l'inquisiteur, on se dit oh mon dieu, ça va être un... Mais qui en réalité, dans le bouquin, est présenté un peu comme un enquêteur, etc. En étant en plus appuyé sur un personnage qui a existé, et dont on a des traces, qui était présent en plus dans la région, etc. Donc on peut jouer sur des clichés et les retourner, mais vraiment, ça alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Mais retourner un cliché, c'est quand même l'utiliser comme outil de communication. Pour moi, vraiment, le cliché, c'est un outil de communication. Tu l'utilises comme tu veux, c'est comme les mots. Tu peux retourner les mots, tu peux les redéfinir, tu peux les utiliser avec d'autres mots qui ne sont pas d'habitude. Communication, juste un fait, c'est-à-dire que le gars, il est ça. Voilà. Persuadé. Mais je suis d'accord avec toi, tu crées une surprise par rapport à la distance que tu inventes par rapport au cliché. C'est-à-dire qu'il trouve ton personnage d'inquisiteur encore plus intéressant parce qu'il est différent de l'image qu'on en aurait. C'est la distance qui crée l'intérêt aussi. On s'éloigne du stéréotype, du cliché. Et du coup, le cliché reste un élément d'ancrage pour le lecteur, même si le personnage en est très loin. On a besoin de représentation commune pour communiquer. De toute façon, quand un personnage évolue, quand on s'y intéresse, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il devienne autre chose de ce que son cliché est au départ. Moi j'ai une question sur la structure, sur le cliché des structures. Il était une fois un pape, par les religions, qui s'appelait Orson Scott Card. Le mec a théorisé que une histoire, c'est ceci. D'abord, on doit être dans l'action directement de la première ligne. 2, vous parlez de communication. Les personnages secondaires sont des outils narratifs. 3, ça doit rebondir en permanence. 4, il y a une espèce de climax qui doit se créer, sans quoi le spectacle du texte est pas bon. Je dois dire que c'est peut-être une question de génération, on ne fait pas partie des plus jeunes, ça commence à me goûter grave. On n'a plus le temps de se poser, de descendre dans un décor. Alors, on n'est pas obligé de faire 15 pages comme Walter Scott pour expliquer la forêt de Randonwood, mais c'est très énervant. J'ai l'impression que tous les écrivains écrivent de la même manière, que c'est le même. Et ça commence tout de suite par il vit directement qu'il y avait un danger. Une flèche siffla, ou bien son gun cracha. C'est insupportable. C'est comme si, mais c'est comme si en rencontrant une personne, j'étais tout de suite au lit, au dernier stade. C'est quelque chose de terrible. Il y a tout le côté humain qui manque. Alors, comme disaient des auteurs, j'ai envie de comprendre pourquoi on en est là. Moi je fais pas ça, personne. Pas souvent non plus, moi, et en fait, moi en fait, j'aime beaucoup la façon d'écrire de Tolkien. Bon, c'est un peu plus lourd, hein, mais j'aime bien la façon dont il développe tout son univers au début, en même temps, tout en étant un peu humoristique. C'est vrai que vous pouvez pas rester avec moi. Oui, c'est vrai qu'on est directement, au moment où on sait dans quoi on met le pied, avant l'action. Il y a Jack Vance aussi, pareil, il n'est pas directement dans l'action, il décrit beaucoup les choses au début. Je sais pas, moi j'aime bien aussi savoir où je mets les pieds. Alors, il y a une volonté. Il y a ce qu'on appelle l'introduction, le prologue, ça peut servir à ça aussi. Oui, souvent on prend un prologue pour donner un minimum de clés et après on commence directement dans l'action. Ou alors, comme dans tes bouquins, on commence relativement quand même dans l'action, mais avec une distille d'infos assez rapidement, puis c'est des mondes que tes lecteurs connaissent plus ou moins, puisque tous les mondes s'entrecroisent sur toi. Mais c'est surtout, quand on envoie un manuscrit, c'est le premier truc qu'on reçoit, c'est ah oui mais non, c'est pas possible, il se passe rien au début. Alors, c'est la première réaction de l'éditeur, c'est ah non mais attends, c'est pas possible. On peut pas dire deux lignes de ah oui, machin, non, faut que alors, c'est moins l'auteur que la structure de l'éditeur. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'attend le lectorat, mais pourquoi attend le lectorat?
lecteur attend ça parce qu'il est habitué à ça, parce que dans les autres médias, on est dans les médiatés. Voilà. Dans le jeu vidéo, on est tout de suite dedans. D'ailleurs, les gens qui jouent, moi je joue pas personnellement, mais j'ai 2 gamins ados. Je joue beaucoup. Voilà, je joue beaucoup. Et le mode story dans les jeux vidéo, ça, souvent les mômes de 15 ans, c'est ils virent et puis ils repartent dans l'action, quoi. Alors que moi, en tant que spectatrice extérieure, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je dis, tiens, voilà, stop, c'est quoi ton truc? Alors que quand ils jouent, bon, ils jouent hyper intéressant. Je peux faire taper tout. Non, pas du tout. Mais tout ce qui est univers autour disparaît. J'aime les deux, moi. Ça va pas assez vite, alors voilà. Moi, c'est parce que je suis peut-être vieux, parce que j'aime les deux. En fait. Quand je joue à un jeu vidéo, j'aime bien l'histoire et aussi la manière de jouer du gameplay. C'est ça s'intègre, les deux s'intègrent. Par exemple, je joue à Star Wars, au République, j'adore la manière dont c'est mis en scène au niveau de l'histoire. Et est-ce que justement les clichés, c'est pas. On se contente par exemple de la femme guerrière qui tape et qui fait une dinette, justement parce que c'est du prêt à consommer, c'est de suite, il n'y a pas. Voilà. On ne cherche pas justement l'évolution, c'est. Voilà quoi. Enfin, comme dans Tolkien par exemple, Gandalf, bon, il apparaît bien longtemps et après encore on a du mal à bien le cerner. Et puis c'est pas le vieux sage, pour moi c'est pas le vieux sage, c'est un héros comme les autres, parce qu'il meurt. Oui, mais voilà, mais je veux dire, il n'est pas tout de suite magicien, prof. Au début, il a C'est audace. Il a l'image du sage, tu sais, et sûrement c'est pour ça. Il y a un effet d'entrave. Et elle casse. Et elle casse au fur et à mesure. Parce qu'en fait, c'est pas un vieux sage, c'est un demi-dieu alors. Non mais c'est vrai, c'est un demi-dieu, c'est un valard. Un malard ou un valard? Maya. Maya. Bah écoute, ça fait longtemps que je joue. Puis moi, il y a un autre cliché que je trouve intéressant, c'est au niveau du méchant. Par exemple, les méchants, c'est tout de suite le mec dont on se méfie, qui nous fait peur. Dark Vador avec son gros casque, Voldemort avec sa tête de serpent, quoi d'autre encore, Sauron avec son œil de feu. Enfin, c'est toujours tout de suite, oh là là là. Donc moi, ce que j'ai voulu faire dans mon bouquin, c'est que le méchant, c'est un mec qui est hyper beau gosse, très charismatique, le gars à qui t'as envie de faire confiance tout de suite, qui est en plus totalement sociopathe, c'est-à-dire qu'il arrive à être gentil pour faire le mal. Pour attirer justement les gens en disant venez, regardez, on n'est pas si méchant que ça quand on est méchant, et en fait c'est le pire de tous quoi. C'est Christian Grey. Et moi j'ai beaucoup de gens qui ont lu mon bouquin qui m'ont dit enfin un vrai méchant, parce que c'est celui vers qui tu es vraiment tenté d'aller, et au dernier moment tu fais peut-être même pas au dernier moment d'ailleurs. C'est-à-dire que ton méchant il avance pas avec un panneau écrit en gros. Non, il n'y a pas écrit mais rouge, il est non, au contraire, c'est vraiment le mec qui a l'air tout gentil, tout, qui est beau gosse et tout, enfin qui est vraiment. Et à bien méchant, tu peux le croiser dans la rue quoi. Et à l'inverse, c'est toujours intéressant dans les bouquins d'avoir des personnages négatifs, méchants au début, qu'on identifie en tant que lecteur comme dangereux, méchants, etc. Valéria par exemple, et qui, en fait, aucun bon n'est vraiment bon et aucun méchant n'est vraiment méchant. Je sais qu'au début, les personnages ont des objectifs. Après, c'est la manière dont ils vont se débrouiller pour arriver à l'objectif. Est-ce qu'ils vont écraser tout le monde ou est-ce qu'ils vont céder? Ils vont s'allier avec d'autres personnes pour y arriver. C'est pas une question de bonté ou de méchanceté, c'est une question d'efficacité. C'est le père narcissique, tu disais, les manipulateurs, eux, ils vont s'allier pour pouvoir arriver à leur but. Alors que les gens qui n'ont pas de scrupules vont écraser les autres. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Alia, justement, parce qu'on arrive au début avec des méchants qui ont l'air méchants, quelque part, il y a cette espèce de... Ils sont un peu diabolisés, on va dire, par autrui, et au fur et à mesure qu'on avance, on comprend. Et on comprend qu'ils sont pas méchants et qu'il y a autre chose, et ça, j'avais vraiment beaucoup apprécié, parce que ça déconstruit l'image et le manichéisme du truc, quoi. Puis ça dépend en fait de la perspective que donne l'auteur. Et si on reste tout le temps dans une perspective, si on écrit avec en jeu et puis tout le temps avec la même personne, etc., on a sa vision des choses. Mais si on change la caméra et que dans certains passages, on se met du côté des méchants par exemple, du côté des méchants, c'est les autres les méchants. Voilà, c'est comme dans la vie quotidienne. Pour nous les méchants, c'est les vilains islamistes, et pour les islamistes, les méchants, c'est les crétins d'Occident. C'est comme ça, quoi. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin. Mais c'est pareil dans les romans. D'un côté, il y a un personnage qui avance en chevalier blanc, patati, mais vu de l'autre côté, il est tout noir. C'est un type qui vient leur casser la baraque, quoi. Il gêne, quoi. Donc, et puis qui remet en question des choses qui sont culturelles. C'est pour ça que dans Alia, le côté yoga, c'est tout un peuple. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ont une histoire. Parce que là, et finalement, c'est pas des méchants, c'est des adversaires.
c'est pas des méchants. Et avec, toi, avec les différents mondes, chaque monde a sa propre vision des choses. Il y avait un film comme ça, Starship Trooper, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, le film a été, c'est une satire en fait sur le fascisme, mais le fait est qu'on nous présente dans le monde lui-même, tous des médias présentent des insectes qui attaquent la Terre comme des grands méchants qu'il faut écraser. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure que les insectes, c'est pas des méchants. Ce sont des gens qui ont été envahis dans leur territoire sans scrupule par l'humanité et qui réagissent simplement à l'attaque. Donc on se rend compte à la fin que l'humanité c'est vraiment une race de. Enfin, on est des fascistes complètement. Bon, bien sûr, c'est un retournement de cliché total. En fait. Il y a 7 millions de personnes qui meurent à Rio de Janeiro, mais pour les insectes, c'est une punition. C'est pour ça que c'est en fantasy jeunesse, on a souvent la quête avec un seul personnage qui se. Et alors ça, c'est un peu éditorial aussi, parce que quand on propose des romans jeunesse avec plusieurs situations, plusieurs scènes, plusieurs personnages, des destins qui s'entrecroisent, on reçoit des gens en disant c'est très bien écrit, mais c'est trop compliqué, vous n'êtes pas les lecteurs. Exactement. Non, quoi, non. On fait des pré-imprimés, pré-mâchés. Je me souviens d'une blogueuse qui a pris le premier tome de Connu de la mort blanche avant les ténèbres. Elle disait j'ai lu les 30 premières pages, c'est trop compliqué. Trop de personnages, c'est toute situation, c'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup de situations, il y a que 2 ou 3 situations, mais elles sont simples en fait. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit achète un cerveau. C'est brutal. Mais c'est ça le problème, c'est que toute la société est amenée à apprendre des choses. C'est comme en classe, peut-être qu'ils vont être. Moi je suis prof. On nous dit sans arrêt, mais il ne comprend pas, mais faites plus simple. Non, on lui explique pour qu'il comprenne le truc plus compliqué. C'est pareil en classe. Pour rester sur les méchants, ce qui est intéressant aussi dans les personnages des méchants, c'est quand on arrive à s'attacher en fait aux personnages. D'ailleurs, je pensais, pour rester dans le cliché, le personnage que vous décriviez tout à l'heure, moi en fait ça m'a fait penser à, je sais pas si vous connaissez les jeux d'Borderlands, c'est le Bojack. Oui, Bojack, il est génial. Voilà, c'est un personnage de méchant mais qui a été très bien. Il a de l'humour, il est spirituel, enfin bon. Il est génial. Et on s'y attache. Et en plus, qui a une espèce de. Qui a été super bien accueilli par le public féminin. Genre beaucoup de filles que je connais ou que dans mon entourage me disaient mais il est super le Bojack, il est trop bien. Parce qu'il a un super charisme, c'est un personnage justement qu'on ne sait pas. Ça manipulateur aussi. Mais il est charismatique. Et ça, je pense que c'est manipulateur narcissique. C'est ça. Moi j'ai des gens qui me demandaient est-ce qu'à la fin il peut devenir gentil? Ouais, c'est carrément le but. Tu verras, hein, mais c'est ça qui est bien aussi. Après, moi je trouve qu'il y a un rôle de méchant qui pourrait être très intéressant, qui est souvent donné au faire-valoir entre guillemets du méchant à son sbire, qui est méchant, mais par une obligation entre guillemets, soit dans un système, soit parce qu'il a quelque chose à faire. Celui qui obéit aux gens. Voilà, et pour ça il doit être méchant. Et je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait donner au méchant qui lui est méchant parce que c'est comme ça, il a les chromosomes du méchant dans son ADN, plus de profondeur, et je trouve ça dommage que ça soit relayé à un rôle de faire-valoir. Quelquefois dans des romans ça se retourne. Oui. En plus, voilà, très souvent le rôle du faire-valoir est dévalorisé, puissant 10, c'est quelqu'un un peu stupide qui fait les gars. Quand tu regardes Star Wars, en général les Sith, les méchants, ce sont les grands seigneurs Sith qui sont les méchants, et leurs apprentis généralement sont tous contre eux, pour les tuer. Pour devenir des grands maîtres à leur tour avec un apprenti. Et c'est le cycle comme ça. Mais dans le truc du Bojack, c'est aussi, en tant que lecteur, c'est vachement agréable d'être méchant, de s'identifier aux méchants, parce qu'on n'a pas le droit de le faire dans la vie réelle, donc dans un bouquin, c'est quand même super agréable. Mais être méchant, barbare, tout en muscle, c'est pas trop rigolo quoi. Alors qu'un méchant intelligent, qui présente bien en plus, en tant que lecteur, c'est vachement agréable. Il y a un côté. D'ailleurs, dans la majorité des films, le personnage le plus intelligent, c'est le méchant. Les gentils sont toujours un peu concons quelque part. Oui, non mais si, c'est un peu nul quoi. Alors que le méchant, lui, il peut être machiavélique, il peut être vraiment intelligent, etc. Et si en plus il est marrant, il a de l'humour, c'est parfait. Je vais vous la série House of Cards. Avec, comment s'appelle cet acteur Spacey, qui joue un rôle d'un manipulateur politique, mais extraordinaire. Et c'est vraiment
l'image du méchant intelligent. Quoi. Le méchant, on a très envie de devenir Voilà, t'as envie de te taper avec lui quoi. C'est plus intéressant, voilà, ça commence à apparaître de plus en plus dans les séries, dans les films, et on a de plus en plus de personnages, alors on pense par exemple à Loki, dans le, voilà. Et en plus avec la plus intéressant que le plombier. Voilà. Qui a un peu ordinaire, quoi. Je conteste un tort dans les Pablo qui était roux. Oui, non, mais dans bon, alors, en plus, ce truc-là, il est pratiquement chaud dans la dernière, alors donc on n'en parle plus, mais... Et bien... Moi j'attends avec impatience que quelqu'un mette en scène un film sur Sif, sur la femme de Thor, enfin, j'ai envie de voir un film sur Sif. Et alors, voir les stéréotypes féminins, si on prend les films il y a beaucoup plus longtemps, c'était toujours la méchante brune intelligente, puis la gentille blonde qui crie niaisement. Alors, moi je suis grise, mais avant j'étais brune, je suis bien contente d'être brune parce que chaque fois que tu regardais un film, la blonde, d'abord, d'accord, elle avait droit au héros à la fin, mais elle était quand même bien niaise. Et c'est quand même, c'est aussi ça aussi, la blonde est gentille et la brune est méchante. Et la rousse est inexistante dans la majorité de cette période. Alors, ou alors elle est sorcière, magicienne, etc. C'est vraiment un truc où la blonde est gentille, la brune est méchante et la rousse a des pouvoirs magiques. La manipulatrice. Non mais c'est bon quoi, ça pourrait faire une brune sympa, une blonde agressive. Il faut les lire aussi. On parlait des stéréotypes féminins au début justement de Fleur Bleue et c'est très étrange parce que les méchantes femmes ont toujours été des personnages féminins intéressants et après on se connaît, mais il me semble qu'on n'a jamais eu de méchante femme qui était aussi Fleur Bleue et tout ça donc je pourrais dire que dans Supergirl, la méchante elle est très Fleur Bleue. Elle veut toujours les garçons. Et en fait, dans Supergirl, le film, c'est qu'une chasse aux garçons. Ça veut pas ça. Non, si, ça existe, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais la méchante, c'est la femme libérée, c'est la femme forte, c'est la femme indépendante. Donc, il va très très longtemps, finalement, le seul personnage féminin positif pour l'évolution des nanas, c'était la méchante. Parce que la gentille, il n'y avait rien à en tirer. Alors que là, ça évolue quand même énormément. Sur les 20 dernières années, on a des personnages. C'est plus la méchante ou la gentille. Mais dans les films des années 50, c'est clairement la gentille. Autre truc qu'on va vraiment avec les méchants, c'est que les méchantes femmes, en général, elles font ça pour elles sont méchantes parce qu'elles vont se venger, parce qu'elles ont déçu dans leur amour. Parce que les jeunes, elles sont les méchants masculins, lui, je sais pas, il fait c'est ça. c'est gratuit. C'est ça, les gens. Il y a une phrase qui dit l'enfer n'a rien comparé à un bafouet. Oui, voilà, c'est ça. Une femme qui est méchante, elle a toujours une raison d'être méchante. Un homme qui est méchant, c'est juste parce que c'est. Non, c'est la propriété. Oui, la L'origine de la violence, c'est la propriété, propriété. la domination. C'est toute la philosophie et la psychologie. Si on part sur Freud, c'est la propriété, c'est l'origine de la violence, la possession, je vais taper sur moi. Et ça, on n'arrive pas à se mettre dans la tête que ça pourrait être une nana qui pourrait aussi vouloir le territoire d'à côté. Par principe, elle ne s'intéresse pas au territoire d'à côté, mais au type d'à côté. Alors que les mecs, ils ont le droit, dans la mythologie, de vouloir aussi la fille d'à côté. Ils ont le droit d'avoir le territoire et la blonde qui est sur le territoire. Il y a toujours des blondes, hein. Le livre est. Ils peuvent déclencher une guerre, si en fait, ils peuvent déclencher une guerre. Pour une nana, enfin, disons que moi. Hélène n'était pas blonde. Oui, il y a 2-3 provinces en privé. Je me demande s'il n'y avait pas des trucs comme il y a un personnage que je trouve, il y a un type qui est souvent, c'est le héros qui habite sur Terre, mais qui en fait vient d'un autre univers et qui C'est Superman. Ouais, c'est Superman. Les miens viennent d'une autre planète à la base. C'est exactement ça. Ouais, je voulais savoir comment retourner les clichés, utiliser les clichés, mais avec plus de substance, je sais pas. Non, moi je me suis pas servi d'un cliché, hein. Je me suis servi d'un rêve que j'ai fait où je partais sur notre planète. C'est bien horrifique avec un cliché. l'inspiration. Voilà. S'ils ont des super pouvoirs, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc, ils aient été trempés dans une bassine. Voilà, alors soit ils ont pris un bain, soit il y a un dieu qui a décidé que, soit ils arrivent d'une autre planète, soit il faut forcément si on leur
sait rien Raison. de quelque Raison chose, derrière. quoi. Voilà. Par contre, est-ce que c'est une autre planète ou une origine divine ou une sorte de... Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir des pouvoirs dont on ne connaît pas l'origine, quitte à en faire un ressort Justement, narratif c'est fort, quoi. intéressant, ça. D'où viennent les pouvoirs, comment on les sait. Même sans jamais dire pourquoi, même sans décider en tant qu'auteur pourquoi. Parce que le lecteur, Ah oui, c'est mais- pas hyper frustré quand même. Il faut que ça reste crédible. Parce que sinon, après, le jeu, tu te dis, ouais, il a pas envie de donner le pouvoir, il savait pas comment. Je pense Ça peut être sympa, qu'il y a moyen en termes de psychologie du personnage de faire un truc complètement torturé avec, avec ça. Ça, je suis d'accord. Mais que ce soit une explication interne au personnage ou extérieure avec les extraterrestres, il faut qu'il y ait une crédibilité derrière ce que tu lui donnes comme moyen. De même que l'univers autour de lui doit être crédible, doit tenir la route, le héros lui-même, c'est pas un champignon. Voilà, ou alors tu poses comme postulat que de temps en temps dans cet univers, il y a des types qui naissent différents. Hein, parce que il faut forcément que, enfin pas forcément, mais Ça se tente. pour moi, tout l'intérêt d'écrire de la fantasy et pas d'écrire autre chose, c'est justement de construire. Hein, c'est de construire un monde, de construire des choses qui fonctionnent ensemble et qui sont pas réelles mais qui sont cohérentes et qui se tiennent les unes aux autres. Alors moi c'est très simple parce que ça reste quelques peuples, etc. mais c'est une jeunesse et d'autres ont des mondes progressivement. Moi, c'est un multivers, tu vois. Ça rigole pas. Donc après une carte. Non, quoi que ça C'est le faire. je compte la carte d'ailleurs pour le dernier parce que la carte serait trop compliquée, faudrait pas. Oui, oui. J'en ai vu une, mais... On verra. Parce qu'en tant que rôliste, j'adore les cartes aussi. Et où des versions de groupe de personnages vont se déplacer, combien de temps ils vont se déplacer de là à là. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les cartes. Oui, ce qui arrive très souvent dans les structures de fantasy, c'est que les types mettent genre soit 3 jours à faire 4000 km et ils sont à pied quoi, et soit il leur faut 2 mois avec plein de trucs délirants de ça, et en fait tu regardes sur la carte, C'est pas logique. vous avez passé l'après-midi les mecs. Pour ça, je fais des cartes pour moi déjà pour voir les distances. Dans Alien, il y a un truc comme ça. Je suis obligée de le reconnaître, c'était mon premier bouquin. Un jour, alors les lectrices, aucun problème. Ce qui prouve aussi un gros stéréotype sur la vision spatiale des femmes. Mais bon, aucun problème, on est trop super ta forêt, etc. Là, machin. Alors c'est une forêt avec carnivores, enfin, ils sont obligés de creuser leur chemin, et la forêt se referme derrière, ils deviennent fous, etc. Alors moi j'étais super contente de ma forêt. Et puis j'ai un de mes premiers bêta-lecteurs qui m'a dit mais t'as pas remarqué qu'il y a une rivière à côté, ils auraient pu faire un radeau. Donc j'ai viré la rivière parce que c'était trop ridicule. Ils étaient 3 mois dans leur forêt abominable, en faisant tous fous et tout. Et en fait avec un radeau ils auraient fait la même chose en 2050. Donc bon, c'est vrai que en tant qu'auteur, des fois on est dans son machin et tout, c'est trop bien. Et c'est vrai que si j'avais fait une carte au début, j'aurais un peu repéré la rivière. Mais... Et c'est bien, c'est pour ça que les bêta-lectures, quand on écrit, c'est super important parce que l'auteur, lui, il est dans son machin, il a des clés que le lecteur n'a pas. Et souvent, le lecteur, il ne les verra jamais, ces clés, parce qu'elles sont dans la tête de l'auteur et que si on ne les donne pas à un moment donné, c'est incompréhensible. Alors que pour soi, quand on écrit, vraiment, il est comme évident. ça. C'est évident. Mais si on ne le dit jamais, d'où l'importance aussi de narration autour qui donne une vraie densité à l'univers. Alors après on le distille, ou on le met au début, ou on fait les deux, etc. Mais c'est vrai que les auteurs souvent ils sont dans leur truc et comme ils ont des dédoublements de personnalité souvent sur leur personnage, après, oui, c'est des projections, donc il y a plein de choses que le lecteur n'a pas et qu'il faut faire attention à mettre comme le truc de tirer la rivière. Mais les bêta-lectrices, aucun problème, hein, aucun problème. Alors, c'était carrément aussi stéréotypé. Des questions? Sinon, après, on vous invite à l'intérieur pour en discuter concrètement. Ah bah attends, avec les salles, machin, le temps qu'on arrive ici, Non, mais vous en passez vite, donc on a bon compagnie. On va conclure alors en vous remerciant d'être venu écouter nos bénéfices. Et puis, Peut-être à parler déjà. On est là.
beaucoup parler, je suis prof. C'est un défaut intégré, je ne peux pas faire autrement. Bah, moi, c'est un défaut d'auteur, en fait, je sais pas si. Ouais, moi j'écris parce que je parle pas. Voilà, c'est ça. Je suis toute contente de parler en français. Je parle en allemand toute la journée, alors là, c'est les vacances.